Bonjour et bienvenue à Lausanne, dans les jardins de la Fondation de l'Ermitage. Grâce à la technologie vidéo 360, vous allez comme nous pouvoir profiter de ce panorama exceptionnel. Un petit peu sur votre droite, vous allez voir le lac Léman, le parc de la Fondation de l'Ermitage. Et si vous continuez à regarder, vous allez arriver sur mon invitée, Sylvie Wurman, qui est directrice de la Fondation de l'Ermitage. Merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la Fondation et sur sa mission et sur les expositions que vous montrez d'habitude? Alors la Fondation, elle se trouve dans cette merveilleuse demeure qui est derrière nous, qui a été construite au milieu du 19e siècle par Charles-Just Bugnon, un banquier lausannois. Et depuis le début des années 80, depuis 1984, la Fondation qui s'est ouverte en ces lieux organise des expositions, 2 à 3 par année, pour l'essentiel dans le domaine de l'art occidental, 19e, 20e siècle. Et une de nos grandes lignes de programmation, c'est de montrer des collections, publiques ou privées. Et c'est entre autres la raison pour laquelle nous avons la chance d'héberger en ce moment la merveilleuse collection Bemberg. Alors c'est exceptionnel d'avoir cette collection parce que d'habitude elle est à Toulouse, dans un bâtiment, elle n'est jamais sortie de ce bâtiment. Et là il y a des travaux. Vous êtes la seule personne qui espère que les travaux vont durer plus longtemps que prévu. Mais du coup ça fait que les tableaux sont chez vous. Cette collection Bemberg, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Alors, elle a été réunie par M. Georges Bemberg, qui était un homme passionné d'art, de culture, qui est resté très discret tout au long de sa vie sur la façon dont ce qui le motivait vraiment, ce qu'il cherchait dans les œuvres, pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre. Mais enfin, il a réuni cet ensemble exceptionnel, non seulement de tableaux, de dessins, il y avait aussi beaucoup d'autres choses qui sont conservées à Toulouse. Depuis le milieu des années 90, il a créé cette fondation parce qu'il voulait que le public puisse découvrir aussi ce qu'il avait réuni. Et donc finalement, qu'est-ce qui unit ces œuvres-là les unes aux autres? Peut-être un intérêt, une force toute particulière de la couleur dans chacune de ces œuvres. Ce sont vraiment des immenses coloristes que Georges Bemberg a réunis. À commencer par Bonnard, qui est l'artiste sur lequel, qui est la plus grande collection privée de Bonnard au monde. Privée. Elle est là, c'est une trentaine de tableaux. Et nous avons la chance de pouvoir la montrer. Et donc c'est une collection qui a la particularité de couvrir une période de temps très longue. Je crois que c'est 5 siècles et donc on va passer de la Renaissance. Exactement, de la Renaissance du milieu du 15e au milieu du 20e siècle. Et cela en suivant un parcours extrêmement diversifié, extrêmement nourri aussi à travers l'histoire de l'art. Quelques noms d'artistes pour nous faire saliver les gens qui nous regardent? François Clouet, Véronèse, Tintoret, Cranach, Monet, Berthe Morisot, Vigée Lebrun, beaucoup d'artistes du 19e siècle aussi, notamment des artistes fauves, Matisse, Braque, Derain, ils sont tous là et l'exposition se termine en apothéose avec un ensemble merveilleux, celui des 30 Bonnards, avec 2 Vuillards qui n'en déméritent pas glisser parmi eux. Alors aujourd'hui on a la chance de pouvoir les découvrir l'exposition tous les deux. Seul dans ce magnifique bâtiment avec cette technologie vidéo 360, donc le public va pouvoir voir les œuvres, mais on peut en fait venir physiquement, malgré le Covid, visiter cette exposition. Comment ça se passe concrètement? Ça se passe très bien. Le musée est ouvert comme d'habitude du mardi au dimanche de 10h à 18h avec une nocturne le jeudi jusqu'à 21h. On visite avec le masque comme on en a désormais l'habitude. Et puis il y a parfois un tout petit peu d'attente parce que la jauge de fréquentation n'est pas exactement la même que d'habitude. Mais enfin, les choses se passent très bien et les gens sont tellement contents de découvrir l'exposition dans des bonnes conditions et surtout, ils sont contents de découvrir ce qu'ils n'avaient encore jamais vu et qui est exceptionnel. Et moi, je me réjouis d'aller découvrir cette collection. On y va? Vous m'emmenez? On y va. Allez, on y va. Merci. Alors Sylvie Wurman, ici on arrive dans une des premières salles de l'exposition. C'est le Grand Salon de l'Ermitage et c'est une salle qui est dédiée à l'Italie du XVIe au XVIIIe siècle. En effet, à l'Italie et essentiellement à Venise. Monsieur Bemberg aimait beaucoup Venise, il y séjournait volontiers l'été, ai-je appris, et c'est entre autres pour ça qu'il s'est pris de passion pour la peinture vénitienne. Et ici, on a affaire au plus grand maître vénitien, notamment Véronèse, qui nous accueille dans cette salle avec ce très grand tableau, très imposant, ce fauconnier qui revient de la chasse en ayant un oiseau à la main, son faucon au poignet, il y a aussi le chien, le comparse. Un tableau vraiment en trompe-l'œil comme ça qui produit un effet assez sidérant et tout autour d'autres merveilleuses toiles de la même époque
un portrait de Tintoret, un autre Véronèse ici, et puis en face, quelques petits tableaux plus tardifs, alors du XVIIIe siècle. C'est la fin de la grandeur de la Sérénissime, mais qui artistiquement voit encore des artistes incroyables, notamment Canaletto, Guardi et Pietro Longhi, qui sont les trois représentés sur ce mur. Et puis alors en face, d'autres œuvres un peu plus anciennes, et notamment des portraits d'une qualité exceptionnelle. Donc, on va aller en voir un plus en détail que vous avez choisi. En fait, c'est le jeune homme au bonnet noir. Le jeune homme au bonnet noir, en effet, qui est ici, que nous avons placé sur la cheminée du grand salon, à la place d'honneur. Et ce jeune homme est un tableau incroyable, une merveille vraiment de réussite, notamment dans le coloris. C'est un portrait qui est tout à fait typique de la manière dont on concevait le portrait depuis le milieu du XVe siècle. C'est un genre qui se répand beaucoup, surtout les portraits de l'aristocratie, dont on a un exemple là, avec ce jeune homme extrêmement élégant, vêtu de noir, comme le voulait la mode à l'époque. Avec une très belle fourrure aussi. Avec une très belle fourrure, donc son vêtement est d'un raffinement absolument parfait. Et vous voyez le beau détail comme ça de la chemise qui bouffe à travers l'ouverture de la veste, et puis le col qui réapparaît aussi, qui permet de donner de l'éclat à la carnation du jeune homme. Et puis ce chapeau très élégant, ses cheveux magnifiquement coiffés. Donc ça, c'est la couleur, c'est le blond vénitien, le fameux. C'est le fameux, voilà, un peu auburn comme ça. Non, il est absolument magnifique. Et vous voyez comment ses yeux ont un éclat très particulier, et c'est dû entre autres au fond que l'artiste a mis. Parfois les artistes mettaient un paysage derrière les modèles, un paysage idéal souvent, mais Previtali, qui est un peintre donc bergamasque, mais qui a étudié à Venise avec Giovanni Bellini, auprès de qui il a appris ce genre de portrait, eh bien Previtali préfère les fonds neutres, mais alors ici il choisit une couleur qui est tout sauf neutre, ce vert strident qui comme ça donne un éclat vraiment très puissant à toute la composition, et entre autres aux yeux de ce personnage. Et quand on s'approche, on peut regarder, on peut vraiment se plonger dans ce regard d'eau comme ça, et on constate qu'il a comme une petite fenêtre dans chacune de ses prunelles. C'est un petit truc que les peintres de la Renaissance pratiquent volontiers, Dürer, etc. Ils allument comme ça une fenêtre dans l'œil, et ça donne la vie comme ça au portrait, et ainsi ce jeune homme prend vie devant nous. Et ce jeune homme, il n'est pas là par hasard, parce qu'il regarde de l'autre côté. Alors si le public se retourne, il va pouvoir voir que vous avez créé en fait un effet de profondeur entre les deux portraits. Absolument, donc il regarde un autre magnifique jeune homme qui lui était un roi, c'est le jeune Charles IX, roi de France. Charles IX qui a été peint par François Clouet, c'est un portrait extraordinaire d'un raffinement, d'une beauté tout à fait comparable, mais un peu plus tard et en France à celui de Previtali. Donc ces deux jeunes hommes se regardent, et c'est vraiment très beau de surprendre cet échange. On continue la visite ? Volontiers. Merci. Alors Sylvie Vurman, on découvre maintenant une autre période de cette collection. Et ici, c'est une salle qui est dédiée à un artiste allemand, Lukas Cranach. En effet, Lukas Cranach, dont M. Bemberg a collectionné les 5 tableaux que nous voyons ici, c'est un des artistes qu'il a le plus collectionné, comme Bonnard, pas autant, mais c'est très impressionnant parce que c'est un artiste qu'il est très rare de trouver en collection privée. Peut-être M. Bemberg s'est-il souvenu des origines allemandes lointaines de sa famille. En tout cas, Cranach est aussi un autre grand coloriste, à la fois un grand dessinateur et un grand coloriste, et on peut admirer les tons somptueux des tableaux qui nous entourent, en particulier ce rouge sombre très, très puissant que Cranach affectionne et qu'on le retrouve vraiment dans chacun des tableaux. Les œuvres qui sont ici, elles s'apparentent, il y a des portraits, il y a des scènes de genre, et puis il y a notamment des scènes mythologiques, et entre autres le grand tableau que l'on a à côté de nous, Hercule à la cour d'Omphale, une légende qui fait partie d'un immense corpus des légendes autour d'Hercule dans la mythologie gréco-latine. Et là, on voit le héros surpuissant, le demi-dieu, le guerrier, asservi, réduit à être l'esclave amoureux de la reine Omphale, et c'est ce que représente métaphoriquement cette scène qui a été transposée alors dans la Renaissance allemande. On voit Hercule assis au centre, vêtu de noir comme un prince, mais
travesti en femme progressivement. On lui est en train de lui, voilà, les servantes d'Omphale sont en train de lui mettre un turban, un fichu autour de la tête, et puis on lui met entre les mains aussi une quenouille qu'il apprend à filer, et le héros se laisse faire avec dévotion, et il ne quitte pas des yeux la reine Omphale qui est à droite de l'image. Il a un sourire complètement niais sur le visage, et la reine, elle, ne le regarde pas, mais nous regarde, elle nous prend à témoin de sa victoire. Elle a un air extrêmement satisfait, et un tout petit peu pervers peut-être, et donc voilà, c'est un tableau assez amusant, mais qui témoigne de l'immense virtuosité de Cranach et de la façon très particulière, l'attention portée au tissu, au costume. Vous voyez comme ces femmes sont élégantes, ça vaut la peine de regarder de tout près leur coiffure, les filets de résille qui entourent leurs cheveux, et puis ce canon féminin très étrange que Cranach a mis au point, un peu maniériste comme ça. C'est très très allongé, ces visages un peu, oui, comme des chats. Il y a un air un tout petit peu sadique comme ça qui se promène dans cette composition, dont Cranach a réalisé un grand nombre de versions, parce que visiblement le sujet a beaucoup plu. C'est une sorte d'inversion des rôles, voilà. Et alors il y a une particularité qu'on ne va pas voir à la caméra, mais il y a la signature de cet artiste qui ne signait pas avec son nom. Non, il ne signait pas avec son nom, il signait avec ses armoiries, un dragon ailé portant une bague munie d'un rubis dans la gueule, et c'est exactement ce que l'on voit sous la date et sous les 4 versets latins qui expriment en fait, qui racontent la scène et qui disent à quel point un homme, même un homme au cœur fort, peut être réduit en esclavage par l'amour. C'est le genre de détails qu'on ne va pas bien voir à la vidéo. Alors voilà, les gens qui nous regardent, il va falloir qu'ils viennent à la Fondation. Ça tombe bien, je le rappelle, c'est ouvert, on peut visiter. Et puis, vous verrez le petit dragon de Lucas Cranach. Je vais continuer ma visite avec une des conservatrices de l'Ermitage, Aurélie Couvreur, qui va m'emmener dans la période plus récente de la collection Bemberg. Je vous remercie beaucoup, Sylvie Wurman, de votre accueil, de nous avoir accueillis chez vous à la Fondation de l'Ermitage. Merci Laurent et bonne suite de visite. Merci. So now we continue our visit with the works of the later period of the Bemberg collection, and I'm joined by Aurélie Couvreur, who's a curator here at Fondation L'Ermitage. So Aurélie, can you tell us a little bit about this room? Well, this room is about Impressionism. It's one of the highlights of this exhibition, and it gathers all the big names of this movement that emerged in 1874. We have Caillebotte, Camille Pissarro, Claude Monet, Alfred Sisley, Berthe Morisot, and Renoir and Degas are upstairs. They are in other rooms, yes. And it's, as you can see, it's a room with lots of landscapes and lots of glittering of water that are glittering with the Lake Geneva. The water of the Seine River mainly, because it was one of the main interests of this movement. And there's one masterpiece that you chose to share with our audience today. So it's a body of water, but this is in the northern sea in France. So this is in Normandy from 1883. Claude Monet, can you tell us a little bit about this painting? Yes, well, it's a very important painting in this room, because it's a very nice example of what Impressionist painting is about, which is to go outside. The painters are going and work outside, not in their studio. They're just painting on site. They observe what they see, which is in this case a very simple bay with the cliffs of Étretat and the fishermen walking around the beach and doing the business. And Claude Monet observes the landscape and observes the light and the changings of the light. What Impressionism is about is to catch the instant, catch the changes, and put them in the canvas to construct, to build the painting. So it's in itself, it's a very instantaneous picture, and it shows both the landscape, the fantastic cliffs of Étretat, and the boats that are there gathered at the foreground.
It's impressive because people don't maybe realize, but there's a lot of technical innovation that had to happen for this movement to emerge, because the artists could travel, and because of the painting in tubes, they could just paint outside, when before the previous generation would always paint into the studio. And what you're saying is that what they try to represent is more how they felt looking at this, the impression they had. That's why it's impressionism. That's why they are named after this impression of the landscape. And it's true that Normandy was a very popular place to paint for these painters, because it was easy to reach thanks to the train. And it's something very modern, the train, and they loved as well modern subject. They were very into this trend, and they also were interested in photography, as you can imagine when you see this. This painting is also like a postcard of a place, and you have the cut angles like a photography would do, and so it's really catching the instant, which photography is about too. So it's very connected to what was happening in the century and to the innovations of that time. Thank you very much. It's a little time capsule of Etretat in 1883. Very timeless. Yeah. Maybe that's the strength of painting. It makes for things that last longer. It creates more emotions than photography. Will you take me to the next room? Sure, with Thank pleasure. you. Let's go. So after the Impressionists, we are now with the Nabi painters. And so this room starts with very black and white daily scenes of late night Paris. And then with Bonnard, we go more into a very colorful world. Yes, so the world of Bonnard, when he was painting after the Nabi, is really a world of happiness, of color, of daily life, but in a very simple way, in a very sensitive way as well. And so it's a very personal parcours he has after this Nabi period. After that, so at the very end of the 19th century, he goes back to Impressionist painting, and he just goes back as well to landscape. He gets interested by that, but he decides not to focus on what the colors of the landscape tell him, but what he would like the colors to be. So he just assumes that there is no compulsory you don't have theme. to stick to the reality. You can do your own interpretation. Yes, and this is a good example. So yes. People will recognize that this is what you choose to use as the poster of the exhibition. Yes. And so this is a beautiful landscape of a beach. Can you tell us a little bit what we see? Well, it's a very magic painting because it's full of color, full of light, and full of joy. You just see it, and it's very moving for that. And it's a painting he did in 1910 after staying in the south of France with Marquet, who is one of the Fauve painters. So he got this very strong power of pure color that this group used to practice. And he transfers it in this Mediterranean view, which is very interesting for the use of color. So you see, he just assumes, he agrees and he accepts that the painting is a flat surface, and on it he just have the color sing in a way. So it sings, and it's there for itself. And here we have this very big purple area and this yellow area, so it combines very well because these are complementary colors, and he uses them in a very intense way just to represent the sea, and the details are there, but they are a bit blurred and they are not the subject itself. So if you see, you just cut easily these women sunbathing here, which is also can be connected to the Japanese engraving, where you have very sharp and it's a very particular way of framing a picture. And here as well you can see the boat is cut, and the head of the boat is cut, so it's a very narrow view on this beach. But you have here what makes Bonnard so particular. It's the way the power of color is here, and it's an explosion of brightness and of life through color. Yeah, it's amazing. He manages to give us the impression of the sea using a color that we don't associate with water, which is purple. Thank you very much, Aurélie Couvreur, for showing us around. We couldn't see everything, we couldn't see the details, but the point
is that our audience actually comes here to the Fondation. So the exhibition is open to the public. Can you remind us from when to when? Tuesday to Sunday? Tuesday to Sunday, and with a longer nights on Thursdays. Yeah. And until, what's the closing date of the show? 31st of May. 31st of May. So make sure that you come here to Fondation L'Hermitage to see this Bemberg collection. It's going to go back to Toulouse when the construction work is done. So make sure you don't miss that occasion. Thank you very much, Aurélie, for welcoming us. Thank you to all the teams at L'Héritage. Thank you to Corner Card for having us here today. Have a good visit when you come. Thank you.